En 2020, Jon Jones demandait un salaire à la Deontay Wilder à Dana White. Il se faisait copieusement insulté par le président de l'UFC. Il était mis au placard. Il lui aura fallu 5 ans à Jon Jones pour obtenir ce salaire à la Deontay Wilder. Mais tout vient à point. À qui c'est attendre? On va voir tout ça. On va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, son premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, reçoit 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouer de manière responsable. Voilà, c'est Joe Rogan qui a lâché le scoop donc dans son podcast Joe Rogan Experience. Voilà, l'UFC, Jon Jones réclamerait un salaire de 30 millions de dollars et l'UFC serait prêt à payer ces 30 millions de dollars pour le combat Jon Jones, Tom Aspinall, combat que Dana White avait estimé à 100% de chance qu'il se fasse en 2025. Dana White en mission, Jon Jones qui de son côté a, on va dire, a laissé entendre, puis a expliqué que c'était uniquement pour l'oseille qu'il allait le faire. Il semble que tout le monde soit dit, ok, on va le faire. C'est vrai que c'est quand même assez fou puisque 30 millions de dollars, c'est ce que vaut Jon Jones. C'est-à-dire que quand on voit comment sont payés les boxeurs en boxe anglaise, un mec comme Jon Jones, et vu les pay-per-view qu'il rapporte et ce qu'il rapporte de manière générale à l'UFC quand il combat, ça les vaut, pas de souci. C'est juste que ça ne s'était jamais vu quand même. C'est-à-dire que par exemple, si on en croit Conor McGregor, il disait que dans le combat contre Khabib Nurmagomedov, il a fait 50 millions de dollars et que il disait ça juste avant de combattre Cowboy Cerrone et que juste avant et que contre Cowboy Cerrone, il allait faire aux environs de 80 millions. Ça me paraît très compliqué, pour ne pas dire impossible. Et en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans le procès qu'il y a eu intenté contre l'UFC, le fameux antitrust lawsuit, il y a des documents qui ont été révélés au grand public. Et parmi ces documents, il y a la manière dont, en tout cas, ça peut varier de contrat par contrat. C'est-à-dire qu'un mec comme Conor ou un mec comme Jon Jones, ils peuvent avoir des contrats personnalisés qui ne suivent pas ce que je vais vous donner là. Mais sur les champions, pour les champions entre guillemets normaux qui touchent des points de pay-per-view lorsqu'ils font des défenses de titres, ce qui était généralement la manière dont ça marchait, voilà à peu près quels étaient, pour les champions normaux qui n'ont pas de régime particulier, voilà ce que ça donnait. Attendez, je suis en train de me perdre dans mes onglets. Voilà. Comment est-ce que ça marchait pour les points de pay-per-view? Si vous génériez entre 400 000 et 600 000 pay-per-view, vous touchiez 2 $ par pay-per-view. Si vous génériez plus que 600 000 achats en pay-per-view, le combattant touchait 2,5 $ pour chaque pay-per-view vendu. Et par contre, si c'était moins, donc si c'était entre 200 000 et 400 000 pay-per-view vendus, le combattant touchait 1 $ par pay-per-view. Et si on va choper nos petites calculatrices et que, disons, il a forcément eu un régime particulier pour le combat contre Khabib, mais ne serait-ce que, pour prendre l'estimation la plus basse possible, Conor McGregor, lors de l'UFC 229 contre Khabib, a touché un salaire plat, c'est-à-dire assuré, de 3 millions. Donc on commence sur 3 millions. Sur les pay-per-view, admettons qu'il était à ce régime-là de quand tu vends plus de 600 000 pay-per-view, tu as 2,5 $ par pay-per-view vendu. Ils en ont vendu 2,4 millions. 2,4, hop, multiplié par 2,5, ça fait 6 normalement, ça fait 6. Et donc, il aurait touché 6 millions en plus, l'estimation la plus basse. Admettons qu'à l'époque, Conor McGregor ait réussi non pas à toucher 2,5 $ par combat, mais si on prend un bon gros truc, c'est-à-dire mettons 6 $ par combat, tu fais 6 fois 2,5, alors je l'avais fait tout à l'heure, normalement c'est aux alentours de 14 millions de dollars, 6 fois 2,4, pardon, 6 fois 2,4, c'est ça, 14,4 millions. Je ne sais pas si un mec comme Conor McGregor, c'est possible, on ne sait pas, mais a réussi à négocier plus que ça me paraîtrait fou. Parce que donc, ouais. Sachant que, et peut-être que oui, il a réussi à négocier plus à la manière de Jon Jones, c'est que pour le procès lié à l'UFC, c'est jusqu'à 2016. Et à l'époque, les pay-per-view étaient à 50 $. Aujourd'hui, ils sont à 80 $. Donc il est fort probable que l'UFC ait lâché un peu de l'est là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais du coup, avec ces chiffres-là qui sont non seulement une estimation basse, une estimation qui date, et maintenant on n'a plus les chiffres, disons que
admettons que ils prennent même plus 6$, mais qu'ils prennent 10$, si vraiment là on est des fous furieux, bon bah ça veut dire qu'il a pris 3 millions flat et il aurait pris 24 millions en plus de ça. 10$ par pay-per-view, je pense que là on est dans une estimation haute. Ça me paraîtrait complètement dingue que l'UFC, même sur des pay-per-view à 80$, lâche 10$ par pay-per-view à Conor. Mais même avec cette estimation-là, on serait donc à 25 plus 3, on serait à 28 millions. On est loin des 50 millions. Après, peut-être que Conor McGregor, ce qu'il estime, c'était aussi avec les sponsors à côté, c'était avec ce qu'il touchait sur le Proper 12. Et là, peut-être qu'il les touche, effectivement. Et c'est avec les sponsors, parce que je me souviens que quand il y a Forbes qui fait de manière annuelle son classement des sportifs les mieux payés, Conor, dans ses salaires au UFC, entre 25 et 30 millions. Donc on est sur ces sommes-là, mais jamais aux 50 millions qu'il peut toucher. Et même quand vous regardez ça, ça fait quand même un bonus en termes de pay-per-view qui serait au maximum à 12,5% des revenus générés par l'UFC uniquement sur le nom Conor McGregor ou Jon Jones, ce qui est quand même assez dingue. Et c'est pour ça que en fait tout ça nous fait nous dire, et on pourrait aussi, j'ai été regarder les exemples de Brock Lesnar à l'UFC 200 quand il avait touché 2,5 millions en flat, etc. Enfin, tout ça pour dire que les plus gros salaires qu'il n'y avait jamais eu dans l'histoire de l'UFC jusqu'à maintenant, je pense que effectivement ça devait être aux alentours de maximum, donc peut-être 30 millions, peut-être 40 avec les sponsors pour Conor McGregor, mais on en était là, et c'était dans des combats Conor versus Khabib. Historique. Là, ça voudrait donc dire que Jon Jones, pour ce combat contre Tom Aspinall, il obtient, et je crois pas qu'il ait d'énormes sponsors, et surtout, je ne crois pas qu'il ait de sponsors à la manière de Proper 12, où il fera des espèces de, c'est pas des copromotions, mais tu sais, où c'est le sponsor, Proper 12, et le sponsor de l'UFC sur la cage et machin, enfin, des trucs où effectivement, c'est une espèce de cercle vertueux. Je pense pas qu'il aura 10 millions de dollars en sponsor Jon Jones. Donc ça veut vraiment dire qu'en termes de juste argent généré par l'UFC qu'il donne à Jon Jones, donc le flat et l'argent des pay-per-view, il serait à pareil, sinon plus que ce qu'a touché Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov, ce qui serait complètement dingue, mais parce qu'il ne génère pas autant de pay-per-view que Conor McGregor, mais qui voudrait en dire long sur ce que l'UFC est prêt à faire pour avoir Jon Jones. Eh oui, mais parce que là, Jon Jones a vraiment bien joué. À la différence de ce qui s'était passé, et c'est ce qu'il a dit, hein, il a appris de ses erreurs, il a appris de cette négociation avec l'UFC en 2020, c'est que là, il s'est mis dans une position où il gagne le combat, il a toujours la ceinture, et il l'a bien dit, il n'a plus besoin de combattre, mais il s'en sent, j'ai du mal aujourd'hui, toujours capable, il a toujours 2 combats en lui sur les 5 prochaines années. Donc en gros, si l'UFC vient avec l'argent, c'est très bien, s'il n'y a pas d'UFC, bon bah tant pis, il ira vaquer à ses occupations, où il l'a aussi dit, il ne sort plus de chez lui pour moins de 100 000 $ maintenant. Donc bref, c'était à l'UFC d'apporter l'oseille. Dana White était dans une situation où on rappelle, hein, il avait essayé de forcer la main à Khabib, ça n'a pas marché. Il ne peut pas revivre ça, parce que forcément c'est très compliqué, on en parle souvent avec Rust, d'avoir un nouveau champion qui soit clairement établi s'il n'a pas battu le champion précédent, encore plus quand c'est un champion dominant comme Jon Jones ou comme Khabib ou comme GSP par le passé. Donc là l'UFC est dans une situation où quoi qu'il arrive ils allaient perdre s'il n'y avait pas Jon Jones. Tu sais que tu fais Jon Jones, Thomas Aspinall, ils vont se faire tellement doser que les 30 millions là pour l'UFC c'est même pas un sacrifice, hein, c'est vous inquiétez pas que ça va être top 3 des événements les plus rentables de l'organisation. Il n'y a pas de problème. En plus, les connaissants, ils vont passer un petit coup de téléphone à l'Arabie Saoudite. Bon, du coup, les gars, on a fait Jones 30 millions, comment on s'arrange? Bref, il a très bien joué son coup et je pense que là, tout porte à croire que l'UFC va finaliser le truc. Et puis, même pour Dana White, je pense que là, t'avais aussi ce truc de... Bon, il a dit à Hunter, écoute, là, il faut que je fasse ma petite vidéo YouTube au mois de février où je dis... Je vous avais annoncé Jon Jones Thomas Aspinall va avoir Jon Jones Thomas Aspinall. C'est clair. Ah mais juste pour ça, rien que cette annonce sur Twitter, enfin sur Instagram, Twitter, elle vaut déjà 10 millions, je pense pour Dana White, tu vois. Mais non, mais c'est clair. Et c'est pour ça que il a parfaitement joué son coup. On peut quand même regretter que Jon Jones ait été casse-couille sur le fait de ne même pas avoir voulu citer Thomas Aspinall. Enfin ça, moi, ça reste quand même un truc qui m'a vraiment saoulé. Il n'avait pas nécessairement besoin de le faire à mon sens.
pour faire monter les enchères, mais en tout cas en termes de effectivement manière dont il s'est fait désirer auprès de l'UFC, il a gagné contre Stipe Miocic avec la manière et du coup il se place parfaitement à la course au titre. Il était en mode bah je suis pas complètement en retraite, on peut me faire revenir si machin machin. Sur ça effectivement bon bah voilà. Ces dernières déclarations où il était en mode bah moi de toute façon je vois à peu près un combat tous les 2 ans et demi grosso modo sur les 5 prochaines années. Et maintenant qu'il le dit, c'est pour ça, c'est ce qu'on se disait. Quand c'est clair et qu'il ne joue pas en nous prenant pour des imbéciles, entre guillemets, les fans, bah, il n'y a pas de problème. Hein. Là, les leviers de négociation, on les comprend tout à fait. Et bah, ça lui donne raison, puisque si c'est Joe Rogan qui le dit sur la plateforme qu'est le Joe Rogan Experience, un, ça sort pas de nulle part, et deux, probablement qu'il a eu, si ce n'est l'autorisation de l'UFC, un petit coup de pouce, peut-être, ou peut-être un petit texte de Dana White en mode on en est là, bah, t'inquiète, tu peux même l'évoquer si tu veux. Je sais pas comment ça se passe dans leur DM, truc comme ça, mais c'est pas un hasard si Joe Rogan se permet, entre guillemets, de donner l'info, quoi. Ce qui est fou, c'est que l'info soit publique juste sur les 30 millions. C'est là où moi je suis surpris. Parce que c'est vrai que l'UFC, historiquement, ne divulgue jamais des informations sur des salaires, et encore plus quand c'est des sommes aussi importantes. Parce que vous connaissez les combattants, là ça va créer, je pense, un précédent où un peu tous les mecs qui sont connus vont dire, bon bah, un Ilia Topuria, par exemple, hein, je ne monte en lightweight que si c'est 30 millions de dollars, par exemple, tu vois, ce genre de truc. Et ça m'étonnerait pas que, tu vois, dans les prochains mois, prochaines années, t'aies ce genre de tentative de bras de fer de la part de certains combattants. Bah, je suis d'accord, et c'est le seul truc qui m'a étonné effectivement dans le fait qu'il révèle l'info de Joe Rogan, c'est qu'ils sont connus pour ça, l'UFC. Ne serait-ce que les bonus de vestiaire, que l'argent du coup des pay-per-view et les salaires en général qui ne diffusent plus à partir de maintenant, c'était justement pour que tout le monde soit dans l'obscurité et que personne ne puisse dire bah lui il a eu tant donc j'aimerais tant et que machin et machin. C'est le seul truc effectivement qui m'a surpris. Mais après je me dis d'un autre côté, ils sont tellement habitués au bras de fer que si tu n'es pas Conor ni John Jones maintenant, je pense que l'UFC n'aura aucun problème à dire. Alors par contre, tu te calmes tout de suite. Ilia Topuria et Dana White n'aura pas de problème à le dire publiquement. Il l'a fait avec tout le monde, il l'a fait avec ses champions poids lourds, il l'a fait avec ses champions tout court. Il n'aura pas de problème à dire. Alors Ilia, tu n'as qu'une seule défense de titre, tu viens d'arriver, c'est très impressionnant. Calme-toi. Je pense qu'il n'aura pas de problème à le dire, Dana White. Donc c'est effectivement bien pour nous. On va voir. C'est pas non plus une victoire parce que c'est cool. L'info, elle est quand même incroyable et ça augure de bonnes choses sur la faisabilité du combat. Mais c'est pas fait pour autant non plus. Une fois que ça le sera, bon bah voilà, là on sera très 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 bien. Mais effectivement, c'est intéressant que ça fait un précédent, comme tu dis quoi. Et là où c'est assez ouf, hein, et je sais pas si c'est le fait qu'il y ait les nouveaux propriétaires de la part de l'UFC qui soient, donc WMEMG, maintenant TKO Group avec la WWE et l'UFC qui sont dans la même organisation, enfin dans le même groupe au-dessus, mais tu vois que Conor McGregor, donc selon toute vraisemblance, ça va se faire contre Logan Paul, 250 millions chacun. L'UFC est dans le truc puisque TKO Group a d'un côté un contrat avec Logan Paul avec la WWE, de l'autre côté Conor McGregor avec l'UFC. Plus là John Jones où il lâche un peu de l'est. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la concurrence du JFL, enfin bon, l'organisation dont on avait parlé, ou du PFL, enfin, je sais pas ce qui se passe, qui fait que ils permettent un petit peu plus de choses à leurs superstars, et qu'ils se disent peut-être par rapport à avant, et c'est la question qu'on se posait souvent avec Russ, c'est, bah, il manquait tellement d'opportunités de faire de l'oseille parce qu'ils étaient peut-être trop stricts que là, ils se permettent peut-être d'autres choses en se disant de toute façon, quoi qu'il arrive, on va gagner. Et je me souviens, par exemple, c'était quand Brock Lesnar devait revenir contre John Jones en 2017, ça ne s'était pas fait parce que Lesnar me demandait 15 millions de dollars. Alors que Lesnar est en bon terme avec Dana White, il y avait eu une négociation, 15 millions, ça l'avait pas fait. Lesnar Jones, ça aurait tout pété. Et donc, plutôt que de se faire ça, mais de lâcher un peu plus de sous à Lesnar, il s'était privé de ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, les propriétaires qui ne sont pas du monde du MMA se disent, bon, les gars, pour l'entertainment, est-ce qu'on n'irait pas vers ces options-là qui sont un petit peu plus exotiques ? Bah, qui sont un peu plus exotiques et qui sont pas complètement dénués de sens non plus, parce que bon, j'y mets évidemment, bien sûr, ça. C'est-à-dire que c'est le TKO Group qui reste, qui chapeaute tout, mais ils ont quand même évidemment un droit de décision, surtout Hunter, Dana et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas non plus des décisions débiles dans le sens où Conor versus Logan Paul, c'est pas
complètement con non plus. C'est-à-dire que Conor, de toute façon, il ne revient pas. Ça fait des années qu'il n'a pas combattu. Il y a trop d'imprévisibilité et même maintenant, donc on sait même que quand il prévoit un combat, il peut se retirer, ce qu'il ne faisait plus avant à cause de blessures ou quoi. Donc c'est vrai que pour l'UFC, c'est pas déconnant de se dire bon, il va probablement allumer Logan Paul. On va prendre 10% de la paye de Conor et de Logan ou j'en sais rien, enfin en tout cas qui est ROTK au groupe et une partie à l'UFC. On va se faire, ne serait-ce qu'avec ce qu'ils vont gagner en prenant un pourcentage de la paye de Conor, ils auront déjà remboursé probablement leurs 30 millions qu'ils vont payer à John Jones. Donc c'est sportivement ça a du sens parce que c'est pas comme s'ils pouvaient compter de ouf en tout cas sur Conor McGregor maintenant. Ça, c'est de bon augure parce que donc ils osent maintenant faire des choses un peu plus exotiques, t'as raison, mais c'est pas non plus complètement débile en termes de les occurrences où ils choisissent de mettre le bif. C'est John Jones, Thomas Spinal et permissif sur Conor McGregor, Logan Paul. Ça reste, ça a du sens, quoi. Oui, sachant, oui, de John Jones à Spinal, on n'est pas du tout dans l'exotisme, mais c'est plus, tu sais, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, ils veulent vraiment prendre le contrôle complet des sports de combat parce qu'il y a leur ligue de JJB là qu'ils ont lancé, enfin qui existait déjà, mais là on sent qu'il y a cette vraiment volonté de signer des nouveaux noms. Il y a le Power Slap, quoi qu'on en pense, c'est toujours là, ça existe toujours. Plus là maintenant ils vont se mettre à faire des exhibitions en boxe anglaise. Dana White aussi a annoncé, ça fait un moment qu'il le tease, mais enfin l'arrivée du groupe Zuffa en boxe anglaise également de manière durable. Plus là les combats que tout le monde veut voir, tu vois, donc de se dire on a envie vraiment de faire tout le temps, d'être au cœur de l'actualité, plus le fait qu'il y ait cette renégociation des deals, on en parle aussi puisqu'en 2026 l'UFC devrait soit rester chez ESPN ou partir ailleurs, et selon toute vraisemblance le gros concurrent ce serait Netflix. Donc t'as peut-être aussi ce truc là de dire bon en fait maintenant on a vu qu'avec Mike Tyson, Jake Paul, littéralement tout le monde pouvait être devant son téléviseur, va peut-être falloir aussi qu'on se mette sur ce truc des combats qui n'ont pas vraiment de sens, mais on sait que la planète entière va regarder, parce qu'on rappelle, il y a quand même eu plus de 110 millions de personnes qui ont regardé le combat en direct, ce qui est absolument colossal. C'est devenu le combat le plus vu de l'histoire, voilà. Qui ont essayé de le voir en direct. Qui ont essayé de le voir en direct parce qu'il y avait des problèmes de stream. Bref, donc peut-être que l'UFC va franchir ce pas-là, mais en tout cas, c'est assez fou de voir que bien évidemment, ce n'est toujours pas annoncé officiellement, et tant que c'est pas annoncé, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais qu'on aura ce Thomas Spinal contre John Jones, qui est quand même assez fou parce que on n'y croyait pas vraiment. On n'y croyait pas vraiment. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais j'avoue, t'as raison. Enfin, pour le mot de la fin, c'est vraiment bien, effectivement, d'avoir rappelé que probablement que le bail de Netflix, enfin, le triangle Netflix, Jake Paul, Mike Tyson a probablement changé pas mal de trucs quand même. Ah ouais non franchement, enfin c'est, je suis très curieux de voir un peu comment l'UFC va, enfin ce qui va se passer avec l'UFC, plus même tout leur groupe, hein, parce que là ils continuent. J'ai revu des posts là où maintenant ils font vraiment des week-ends quand ils vont dans des villes où t'as le vendredi tu vas avoir du catch, le samedi tu vas avoir l'UFC. En plus ils vont faire, par exemple quand Rusty était, c'était le jeudi qu'il y avait l'UFC Fight Pass Invitational où t'avais du JJB le jeudi, t'avais Power Slap le vendredi. Et le samedi, t'avais UFC. Ouais. Non mais, s'ils arrivent à faire ça et avoir littéralement tous les trucs, vous allez vous prendre une Fight Week, mais une vraie Fight Week où chaque jour t'as un événement. En termes de tourisme, ils vont tout exploser, tout simplement. Bref, on sera là, on sera les témoins de cette ascension fulgurante. Les gars. Witness me. Ouais. MyProtein, moins 30% sur tout MySweetPea avec le code La Sueur, ça ne bouge pas. MyProtein, complément alimentaire, les fringues, vous savez. Donc moins 30% minimum avec le code La Sueur. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, boissons de réhydratation, thé glacé et j'en passe. Première commande, code La Sueur 5, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code La Sueur 10, moins 10%, on se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!